Il s'appelait Rodolphe Berruet, il avait 24 ans. Il s'est tué au volant de sa voiture le 21 août 2011 sur une petite route du Vexin français. La vie pour moi, ça s'est arrêté là. De toute manière, j'étais prête à partir. Pour moi, je voulais rejoindre mon fils. J'avais pas autre chose dans la tête. Ce drame a anéanti sa famille. Mais quelques mois plus tard, il va en détruire une autre. Chérence, dans le Val d'Oise. Il est presque 3 heures du matin. Alan Caillot rentre chez lui. Son bébé d'1 an hurle dans la chambre. Lorenzo a le bras coincé sous le corps de sa mère, Maëva. Maëva qui gît dans une mare de sang, inconsciente, gravement blessée à la tête. Vers 3 heures du matin, on est bipé par le SAMU des Yvelines pour partir en intervention sur une femme blessée à son domicile. Vous imaginez, 3 heures du matin, il fait nuit, il fait froid, c'est sombre. La maison est petite, il y a un escalier, si je me souviens, assez étroit pour monter jusqu'à la chambre de la victime. Voilà. Et le pompier nous dit « Dépêchez-vous, la patiente est en arrêt cardio-respiratoire ». Là, on découvre effectivement une jeune fille avec une plaie au niveau du crâne, du sang un peu partout. Les draps étaient maculés de sang, le sol était maculé de sang, les murs étaient aussi maculés de sang. On décide de faire de la réanimation cardio-pulmonaire. On la perfuse, on pose une sonde d'intubation au niveau de la trachée pour la ventilation et on pratique le massage cardiaque. J'ai reçu un appel vers les 3h15. J'ai juste entendu Maëva, viens vite, Maëva, il y a du sang partout, tout. C'était Alan qui m'appelait. Et ben, je me suis habillée en vitesse. J'ai été réveiller son père. Je lui ai dit il faut aller à Chérence en vitesse, il y a quelque chose. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le SAMU. Le fait de, sachant qu'il y avait le SAMU, je me suis dit, ah, c'est vraiment grave, quoi. Malheureusement, on s'aperçoit que les plaies sont importantes, qu'il y a un délabrement au niveau de la boîte crânienne et que les manœuvres de réanimation sont malheureusement vaines. Le médecin déclare le décès de Maëva à 3h30. Quand on me dit que c'est terminé, le petit, je l'ai serré contre moi. J'ai vu le Alan, lui, crier, se rouler par terre. Et moi qui restais, on va dire, je ne sais pas si on va dire stoïque, mais cassé, plus rien, pas de sentiment, plus de ressenti. J'ai demandé à voir notre fille. Du coup, ils ont refusé. Et le gendarme m'a dit comme quoi que c'était un crime, quoi. Alan, qu'est-ce qui vous passe par la tête cette nuit-là? Vous comprenez ce qui arrive? Non, je ne comprends pas véritablement ce qui s'est passé. Voilà, moi, ma femme allongée sur le lit, mais il y a du sang, mais je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Voilà. À part qu'elle ne respire pas et qu'il faut agir. Vous réalisez pas que c'est un crime? Non, je pense qu'elle est tombée, en fait.
je me dis qu'elle s'est cognée la tête et qu'elle est tombée. Et votre fils, comment il va, Lorenzo, à ce moment-là? Il est blessé, il est choqué, traumatisé? Oui, il est choqué, apeuré, voilà, il dormait sur elle alors qu'en fait elle était morte. Donc bon, il a le bras bleu, voilà, c'est dur, c'est compliqué. La maison est placée sous scellé, elle est fermée. Alors comment vous faites? Les gendarmes nous disent vous pouvez rentrer à la maison, vous pouvez récupérer des choses. On peut rien récupérer dans une maison comme ça, c'est pas possible, il y a quelque chose qui est figé, qui est hors du temps. Donc en fait, plus d'affaires, plus de vêtements, rien du tout, on est nus, je dirais. Et là, je pars habiter chez mon père pour quelques mois, ça a duré 2-3 mois. Voilà. Maëva Rousseau a reçu énormément de coups, à savoir plusieurs coups à la tête, ça c'est sûr, car elle a le crâne enfoncé à plusieurs endroits. On découvre des traces de coups portés sur son côté droit, hein, qui sont vraiment marbrés sur le côté droit du dos. Elle a des côtes brisées, elle a un poignet, un doigt luxé, totalement retourné. Ça donne l'impression d'avoir une personne en rage qui s'est acharnée sur la victime. L'arrivée des secours et des gendarmes alerte évidemment tout le village. Maëva est assassinée devant son fils. Donc, il n'y a pas de mots. C'est l'horreur totale. À 23 ans, la jeune esthéticienne avait des rêves plein la tête. Elle sortait d'un milieu modeste. Elle voulait vraiment s'en sortir. Elle avait grandi dans un village. Oui, elle n'hésitait pas à faire des heures. Elle était toujours présente, assidue. Maëva s'était installée quelques mois auparavant à Chérence, un village du Vexin français, avec Alan, son compagnon. Depuis la naissance de Lorenzo 13 mois plus tôt, toute la vie de Maëva tournait autour de ce bébé. C'était la prunelle de ses yeux, l'étoile, c'était vital pour elle. Allez. À chaque découverte avec le petit, sa petite quenotte qui poussait, elle écrivait chaque détail, chaque nouveauté sur des post-it qu'elle mettait dans son carnet de santé. Vraiment, ça l'a épanouie, ça l'a accomplie en tant que femme. Et elle était très, très maternelle. Une maman prête à tout pour son enfant. Elle a pris tous les coups pour protéger son enfant. Et ça, c'est Maëva. Je suis pas surprise. On saura qu'elle a voulu le protéger puisque dans son dos, elle est blessée au bras, elle est blessée à la main en manœuvre de protection. Et surtout, elle s'est tournée vers son petit et elle a des marques d'un instrument qui sont tout à fait parallèles comme ça dans son dos. Et elle protégeait son petit garçon qui était à côté d'elle. Dès le début de l'enquête, vous avez dit aux gendarmes que Maëva avait un fort tempérament. C'était quelqu'un qui avait un bon caractère, qui n'était pas du genre à se laisser faire et qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Voilà. Vous avez dit aussi que c'était votre premier amour. C'est ça, c'était ma première compagne avec qui j'ai vraiment passé du temps. On était déjà sortis ensemble quelques années avant. Voilà, c'était quelqu'un avec qui il y avait une forme de relation qui s'était construite. Vous aviez des projets ensemble ? Oui, on avait des projets. J'étais en train de monter ma structure, mon entreprise à l'époque dans la restauration. Elle était en train de monter son bar à ongles, elle voulait faire esthéticienne. Et en fait, 2 semaines avant, 2 semaines plutôt après, on déménageait en fait, de cette maison. Et vous aviez prévu de vous marier, non ? Il y avait des projets de fiançailles, oui, qui étaient prévus. Dans la maison, surprise, les serrures sont intactes. On n'a pas d'effraction sur les ouvertures de la maison, ni sur la porte d'entrée, ni sur les fenêtres. Ce qui voudrait dire que Maëva a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait ou qu'elle a laissé la porte ouverte.
Vous rentrez dans cette petite maison qui fait 3 pièces. C'est une toute petite maison. À l'étage, je n'ai qu'une mezzanine, une grande mezzanine. Et à cet étage-là, on constate un matelas imbibé de sang, des projections de sang sur le mur. C'est terrible. Le lit de Lorenzo est fracassé. On découvre des cheveux sur l'un des pieds. Est-ce que ce lit n'a pas servi à la frapper? Les marques semblent compatibles avec les coups dans la tête. Et surtout, les marques qu'elle a dans le dos, longitudinales, donnent l'impression que le lit aurait pu être pris pour lui taper dessus avec le lit alors qu'elle était couchée au sol. Les gendarmes recherchent des empreintes sur le lit du bébé et le reste de la maison. Mais rien, comme si tout avait été effacé. Seul indice, Il manque le sac de Maëva, son sac à main. Donc son sac à main qui contient tous ses papiers, qui contient sa carte bancaire, qui contient tous ses documents. C'est la seule chose qui manque dans ce domicile-là. un sac à main, c'est un peu maigre pour un cambriolage. Alors que s'est-il passé? Le matin du meurtre, Maëva est allée travailler dans un institut de beauté de Mantes-la-Jolie. À 19h, pendant qu'Alan travaillait, elle est allée récupérer Lorenzo chez ses parents. Donc on a passé la soirée ensemble. Elle a pris un bain. Ensuite, elle a été nourrir le petit dans mon lit. Et quand j'ai vu vers 10h moins le quart que le petit allait s'assoupir, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle rentre. Dominique, pour reconstituer la suite de son emploi du temps, les gendarmes analysent le téléphone de Maëva. Elle a envoyé en rentrant chez elle, à 22h04, un SMS à sa mère et elle lui dit « Je suis bien rentrée, j'ai galéré pour ouvrir la porte de la maison ». À 22h17, elle reçoit un SMS d'Alan qui lui dit « Je pense rentrer vers 1h du matin ». À 23h18, c'est elle qui renvoie un SMS à Alan. C'est le dernier SMS qu'elle enverra. Elle lui écrit « J'ai pris un bain, je me sens un peu grosse ». Dernier signe de vie de Maëva. Parce qu'à 0h54, son téléphone reçoit un SMS qu'elle n'ouvrira jamais. C'est Alan qui lui écrit pour lui dire finalement « Je ne rentrerai pas à 1h du matin, je pense rentrer vers 3h ». Donc on peut affiner l'heure du crime en fait. Oui. Quand il rentre, Alan, il est 2h48 du matin. C'est à ce moment-là qu'il découvre le corps de Maëva. Donc 2h48, elle envoie son dernier SMS à 23h18. Donc le crime, c'est entre 23h18 et 2h48. L'enquête fait un premier pas 2 jours après le meurtre de Maëva. Nous avons des témoins qui ramènent un sac à main découvert dans la rivière Lepte. Ce sac, c'est celui de Maëva. Il a été découvert par des touristes à 8 km de Chérences. À l'intérieur, on s'aperçoit qu'il manque rien dans le sac de Maëva, quoi. Il y a tout, donc on ne comprend pas. Ce sac a été volé. Il a été volé, si c'était un vol crapuleux, il manque rien dans le sac, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le lieu où l'on a retrouvé le sac. Juste à côté du restaurant, le Moulin de Fourges. C'est un endroit qu'Alan fréquente, c'est un endroit où Alan a travaillé. Il découvre le corps, il donne l'alerte, il déclare prodiguer les premiers soins. Il est un suspect potentiel. Vous aviez un alibi cette nuit-là? Oui, alors je travaillais ce soir-là, je vais commencer un service en fin de journée vers 17h. Je travaillais dans la restauration pour un mariage et j'étais rentré à 2h30 du matin.
Il y avait des témoins? Oui, des centaines de témoins. Et c'est moi qui dis aux gendarmes, mais vous savez, en fait, là où je travaillais, il y avait les caméras de surveillance, vous pouvez les regarder les caméras. Est-ce que vous avez compris qui vous soupçonnait? Absolument pas. Et pourtant, je crois qu'il y a au moins 6 ou 8 gendarmes qui sont passés dans la nuit parce qu'ils m'ont pas fait dormir, en fait. Hein. J'étais avec eux dans le bureau, de 2h30 du matin à 13h. J'étais avec eux, ils me posaient des questions. Et je remarquais même pas que ça faisait 6 ou 8 fois qu'il y avait un nouveau gendarme qui arrivait pour me reposer les mêmes questions. Et je l'ai compris vraiment longtemps après. Les gendarmes s'intéressent d'autant plus à Alan Caillot qu'ils le connaissent déjà. On sait qu'il est au sein d'un trafic de stupéfiants et on sait qu'il fournit, que ce soit en produits stupéfiants, du cannabis ou voire de la cocaïne, certains individus du secteur, qu'il est dealer en réalité. Il est dealer. Cette histoire de drogue, ça ne plaisait pas beaucoup à Maëva. C'est quelqu'un d'honnête, Maëva, d'intègre. Son plan de vie, c'était pas vivre avec un dealer enfin, non. Il y a eu beaucoup d'anicroches dans leur ménage parce qu'elle en avait trouvé dans la maison. Et c'était beaucoup disputé. Et si cette nuit du 8 avril, une dispute avait dégénéré? On va lui saisir l'ensemble de ses vêtements. On va lui faire subir un examen physique par l'unité médico-judiciaire afin de voir s'il a des marques sur lui. On va lui prélever tous ses ongles afin de vérifier s'il y a des traces de lutte ou n'importe ce qu'il a sous les ongles, recherche ADN. Toutes les saisies réalisées des vêtements d'Alain Nussat démontreront qu'il n'a aucune trace de projection de sang en rapport avec les coups portés. Mais les gendarmes n'en ont pas fini avec Alan Caillot. Les images prises par la caméra de surveillance du restaurant les intriguent. On va le voir sortir sur les coups de 1h du matin pour donner un appel et on voit qu'il téléphone pendant un bon bout de temps. Donc on se dit, Alain Caillot, ok, il a un alibi pendant les faits, mais rien ne nous dit qu'il n'a pas demandé à quelqu'un de commettre le crime. On va entendre tous ses contacts, tous les gens à qui il vend des produits stupéfiants, à qui il a acheté des produits stupéfiants. On va tous les entendre. Et l'ensemble des éléments travaillés vont nous démontrer, les uns après les autres, que non, qu'Alain Caillot n'a rien à voir avec ce meurtre. Les gendarmes vous mettent vraiment hors de cause? C'est un soulagement ou... Non, absolument pas. C'est pas une question de soulagement parce que je le sais pas, en fait, que je suis hors de cause. Ils m'ont pas, les jours suivants, ils m'ont posé 1 ou 2 fois une convocation. Ils m'ont appelé pour demander de venir, mais c'était pas plus que ça. Et votre fils, comment il va pendant toute cette période? Oh, très mal. C'est très dur. Il a le regard complètement perdu, terreur nocturne tous les soirs, pendant 1 an quasiment. Pendant 2 heures, il se met à hurler tous les soirs. Donc, il est complètement déstabilisé. C'est un petit qui a 14 mois. En plus, on peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, il faut avoir la famille qui est à côté, c'est très dur. À Chérences, les gendarmes interrogent tous les voisins de Maëva Rousseau et d'Alain Caillot. L'enquête de voisinage va apporter de nombreux éléments, ce qui paraît improbable, sachant qu'on est dans un village de 700 habitants, que les faits sont commis après 23h30, et pourtant on arrivera à accueillir plusieurs témoignages. Le plus intéressant, c'est celui d'un voisin qui rentrait d'un dîner chez ses parents avec son bébé. Vers 00h30, il a remarqué un homme au comportement étrange. Il
il va voir à proximité du domicile de Maëva Rousseau une petite camionnette blanche garée avec un homme qui se trouve contre cette camionnette. Il dira à quelqu'un avec les cheveux blonds ou gris, 50, 60 ans, qui se cachait au fur et à mesure qu'il avançait. Il voyait le monsieur qui se tournait pour pas qu'il voie son visage. Il a du mal à donner une description vestimentaire. Il nous parle d'un manteau noir. Il n'est pas en mesure de nous dire s'il a un pantalon bleu, clair, etc. Par contre, il remarque qu'il a des gants ménagers de couleur fuchsia, rose, aux mains. Il va réussir à retenir une partie de l'immatriculation du véhicule. Alors, de mémoire, ERW ou EXW, il est persuadé de la position du W dans cette plaque d'immatriculation. Il hésite sur les 2 premières lettres, mais il sait que c'est une immatriculation ancienne avec 3 lettres, dont ce fameux W. Un témoignage inespéré. Les gendarmes n'ont plus qu'à se mettre au travail pour retrouver toutes les cartes grises de fourgonnettes blanches avec un W. Malheureusement, on ne trouve pas d'individu qui puisse coller à la description de cette personne qui est vue au moment de nos faits. Mais quelques jours plus tard, la chance sourit à nouveau aux gendarmes. Un couple a vu lui aussi une fourgonnette blanche. Ils rentrent chez eux, ils habitent environ 200 mètres du domicile de la victime. Il est 0h30 et ils voient passer, remonter la rue de Coursoupe et venant vers eux, une petite fourgonnette blanche, tout feu éteint, une voiture qui roule très doucement, avec un homme au volant. Le témoin nous dira, moi je le connais cet homme, c'est l'électricien maçon du village d'à côté de Brélu, c'est monsieur Berruet. Alain Berruet, un artisan renommé de Brélu. Il est là depuis toujours. Il est véritablement connu dans la commune et plutôt d'une manière positive. Les gendarmes vérifient. Alain Berruet est bien propriétaire d'une fourgonnette blanche. On l'insère dans les planches photographiques de fourgonnettes et les témoins vont reconnaître cette fourgonnette sans aucun souci. Et comme par hasard, sur la plaque d'immatriculation de l'électricien, un W. Les gendarmes convoquent donc Alain Berruet avec une question simple en tête. Que faisiez-vous dans la soirée du 7 au 8 avril ? Alain Berruet va nous expliquer que ce jour-là, il a fait du carrelage chez lui, toute la journée. Le soir, à 20h, il va chez des amis pour récupérer son fils, qui est chez eux. Finalement, il va rester manger là-bas. Vers 11h, 11h30, il rentre à son domicile, où là, il échange quelques mots avec sa femme, il prend le chien et monte se coucher dans sa chambre. Enda, la femme d'Alain Berruet, et leurs amis confirment l'alibi de l'électricien. Mais les gendarmes ne se contentent pas de leur déclaration. On va quand même faire une perquisition de leur domicile. On ne va rien découvrir. Ni dans le véhicule, ni dans la maison. On va saisir les habits, tous les habits d'Alain Berruet qu'il était censé porter. Pas de traces de sang dessus. C'est l'impasse. Les gendarmes n'ont rien contre l'électricien. C'est la famille de Maëva qui va les ramener sur la piste de cet homme. À l'automne précédent, donc à l'automne 2011, Maëva Rousseau a été menacée de mort. Menacée, et pas par n'importe qui,
par Alain Berruet. Ce 31 octobre, Maëva et Alan étaient allés faire des courses à la supérette de Bray-Élu. Mais au moment où ils s'apprêtaient à remonter en voiture, Alain Berruet et sa femme leur ont sauté dessus. Enda Berruet s'en est pris à elle de manière verbale, la poussant contre une voiture, donc un geste violent. Alain Berruet se mêle aussi de l'affaire, traite Alan Caillot de petit pédé, que ça va se régler d'homme à homme. Donc véritablement, on est sur des menaces. C'est une agression, il y a des insultes, une altercation qui est là. Voilà, avec des menaces, ce genre de choses. Nous, on va porter plainte parce que c'est important de ne pas laisser passer, vu l'état de folie dans lequel ils sont. On comprend bien qu'ils sont instables psychologiquement, qu'ils s'attaquent à nous, il y a notre enfant. Maëva est assez traumatisée à ce moment-là, donc on va porter plainte. Et vous avez eu peur? Bien sûr. Mais peur plus de la folie, en fait. De la folie humaine qu'on ressent profondément. Que, voilà, les yeux qui changent de couleur, qui sont plus pareils, quoi. On sent le côté un peu démoniaque qui est présent. Et on vous menace de quoi? On menace de mort, on menace oui, d'une vengeance. très Oui, c'est très précis. Ouais. Maëva raconte tout aux gendarmes. Elle a dit qu'elle allait tous nous tuer, qu'elle en avait rien à faire d'aller en prison et qu'elle nous tuerait de ses propres mains. Le conflit avec les Berruet remonte à plusieurs mois, précisément au 21 août 2011, le jour de la mort de Rodolphe, le fils du couple Berruet. Pour comprendre les circonstances de l'accident, il faut remonter plusieurs années en arrière. Maëva, Alan et Rodolphe se sont connus sur les bancs de l'école de Bray-Élu. Et ils ne se sont jamais perdus de vue. Après l'école, c'était la réunion du copain. Ils allaient au bord de la rivière, la pêche, faire du vélo. Après, ça a été le scooter. On se retrouve devant la supérette de Bray-Élu, on sort ensemble le soir. Voilà, il y a tout un groupe de jeunes à Bray-Élu qui se côtoient en permanence. Sur la place de la mairie, vient le temps des premiers amours. À 15 ans, Maëva tombe amoureuse de Rodolphe. C'était un des premiers petits copains à Maëva. Elle était au collège. Il y avait des hauts et des bas, rupture par rupture, rupture par rupture. Au bout de 4 années d'une relation passionnelle, Maëva a quitté Rodolphe. Rodolphe, c'était terminé. Donc chacun faisait sa vie de son côté. Maëva n'a pas attendu l'amour longtemps. Un autre garçon de la bande lui faisait les yeux doux. Quand elle m'a parlé d'Alan, c'était vraiment avec des étoiles plein les yeux. Voilà, Alan, c'était le blond aux yeux bleus, vraiment le prince charmant, intelligent. Enfin, pour elle, Alan, c'était l'homme de sa vie. Rodolphe, lui aussi, a refait sa vie. Il m'a présenté Christelle, voilà, c'est ma copine et tout. Ils ne pouvaient pas rester un soir sans se voir. Comme ils étaient ensemble et puis il a trouvé un appartement, c'est la logique elle-même, elle s'est installée avec lui. Mais Rodolphe avait toujours Maëva dans la peau. Rodolphe donne l'impression d'avoir tourné la page, il vit avec Christelle, il donne l'impression d'avoir tourné la page, mais il relance Maëva. Et une chose est certaine, c'est que Maëva reçoit des messages de Rodolphe qui sont dénués d'ambiguïté. C'était des SMS à caractère sexuel, clairement. Voilà. En gros, il voulait avoir des rapports sexuels avec elle. Celle-ci refuse. Elle va lui demander à plusieurs reprises d'arrêter.
Les SMS, elle l'agaçait fortement. Elle venait d'avoir Lorenzo, elle était avec Alan, donc ça mettait un grain de sable dans son histoire d'amour. Elle lui disait c'est fini, moi c'est Alan, c'est le petit, on fait notre vie, je veux ça, je veux pas autre chose. Elle en parlait à Alan pour qu'il règle la situation. Alan va aller voir Rodolphe à plusieurs reprises en lui disant « Écoute, arrête, maintenant ça suffit » et ça va se calmer. Un répit de courte durée, parce que Rodolphe recommence. Alan va monter en pression et va profiter d'une soirée où Christelle se trouve présente pour aller la voir. Si Rodolphe n'entend rien, sa petite amie, elle, devrait comprendre. Écoute, maintenant il faut que ça s'arrête. Voilà, ton ami, voilà les SMS qu'il envoie à Maëva. Un des SMS, c'est tu es toujours resté dans mon cœur, quoi. Elle vit avec lui. Évidemment, Christelle voit rouge. Et Christelle, en réaction à ça, va mettre à la porte Rodolphe. Rodolphe le prend très mal. Non seulement Maëva l'a plaqué, mais elle refusait ses avances. Et pire, elle l'a dénoncé à Alan, qui à son tour est allé le dénoncer à Christelle. Bref, il a tout perdu. Tout ça à cause de Maëva. Il prend sa voiture, foudrage, avec l'idée d'aller en découdre avec Maëva et Alan. Il est dans un état d'esprit de « je veux avoir une explication avec Alan ». Pourquoi t'as bousillé ma vie? Pourquoi t'as montré ces SMS à Christelle? Il passe dans Brélu, comme une balle. Il est tout seul au volant de son véhicule. Le problème, c'est qu'il est alcoolisé. Il avait 1 gramme d'alcool dans le sang. Avec une voiture qui est puissante, 1 gramme d'alcool dans le sang, et dans un virage, il perd le contrôle de son véhicule, qui fait un tonneau, il a un accident. Et il est retrouvé à 20 mètres de son véhicule. Rodolphe Berruet meurt à l'arrivée des secours. Il avait 24 ans. On a frappé à la porte, j'ai ouvert, et puis c'était 2 gendarmes, une dame et un homme, et madame le maire de Bréil. Vous êtes madame Berruet, oui. Vous êtes la maman à Rodolphe Berruet, oui. Votre fils, il a eu un accident. La réplique, j'espère que c'est pas grave. Votre fils est décédé. La vie, elle s'est arrêtée là. Depuis le 21 août, minuit 30, la vie pour moi, ça s'est arrêté là. De toute manière, j'étais prête à partir. Pour moi, je voulais rejoindre mon fils. J'avais pas autre chose dans la tête. Enda Berruet s'effondre à la mort de son fils. Elle va tous les jours au cimetière. Et un matin, une femme qui nettoie la tombe voisine s'approche d'elle. Il y a une dame qui a dit « il y a des bruits qui sortent de la tombe de ton fils ». Un grattement, un coup, Rodolphe serait toujours vivant? Enda Berruet, qui s'accroche à cet espoir fou, fonce chercher son mari. Tout le monde a été, même mes amis, on a essayé de marcher tout doucement pour si on entend un bruit. Le père de Maëva lui-même est venu écouter. C'était l'un des meilleurs copains d'Alain Berruet. On se voyait pratiquement tous les jours. Quand j'ai un moment de libre, parfois, je l'accompagnais sur un chantier, parfois je bricolais chez lui, voilà quoi. Et ils me disent, Christian, j'ai un magnétophone,
il y a du bruit, ça frappe dans la tombe. Moi, je dis, fais-moi écouter. Moi, j'écoute. Bon, c'est normal, je leur explique comme ça à sa femme et lui-même, puis ainsi que la dame. Je dis, c'est des mouvements de terre, voilà quoi. Et ils n'ont jamais voulu me croire. Alain Berruet n'a plus qu'une idée en tête. Son fils a besoin d'aide. Il faut sauver Rodolphe. Il a appelé les gendarmes, il a appelé le pompe funèbre qui s'occupe de là. Il a appelé tout le monde pour dire moi je veux ouvrir, ou vous venez ouvrir, sinon j'ouvre. Il a été interpellé par les gendarmes. Il était en train, ni plus ni moins, d'essayer d'ouvrir la tombe de son fils. Les gendarmes sont arrivés à temps. Mais Alain et Enda Berruet restent inconsolables. D'autant que quelque chose dans l'accident ne tourne pas rond. Quand les secours sont arrivés, le corps de Rodolphe n'était pas dans la voiture. On l'a trouvé à 25 mètres de sa voiture, de l'autre côté de la haie. Mais comment il a fait pour en arriver là? Les Berruet posent donc la question aux gendarmes qui étaient sur les lieux. L'explication, elle a été simple pour eux. Comme il s'est trouvé à 25 mètres, ils ne se sont pas cassés la tête, il a été éjecté. Ce que le gendarme écrit d'ailleurs dans son rapport. Mais en examinant la carcasse de la voiture, ça ne colle pas. Comment il peut être éjecté? C'est impossible. Le pare-brise, il n'est pas cassé. Le vitre ne sont pas cassés et la portière, le côté conducteur, elle est restée bloquée. De deux choses l'une. Soit le gendarme leur raconte n'importe quoi, mais ça paraît assez peu probable parce qu'il est quand même gendarme et il n'a aucune raison de leur raconter n'importe quoi. Soit on cherche à leur cacher quelque chose. À partir de là, les Berruet vont s'accrocher aux moindres détails de l'enquête et relever tout ce qui leur semble incohérent. Comme cette mystérieuse trace sur le corps de Rodolphe. Ce qui est particulièrement marquant quand on voit la photo du corps, c'est qu'on peut effectivement s'imaginer que cette trace violacée à cet endroit-là peut laisser supposer que c'est la marque de la ceinture. Une ceinture côté droit, ça signifie alors qu'il était passager. Bizarre, cette histoire de ceinture. Il n'en faut pas plus aux Berruet pour imaginer un autre scénario. Ce qui laisse place à d'autres hypothèses et à celle d'une autre personne à l'intérieur du véhicule qui aurait été le conducteur. Dominique, un expert en accidentologie, a donc été désigné pour préciser les circonstances de l'accident. Les voilà ces conclusions. C'est un expert près la Cour de cassation. Il a d'abord observé l'épave de la voiture et il s'est également rendu sur les lieux pour comprendre la configuration de l'accident. La voiture roulait selon lui à 130 km/h quand elle a quitté la route. On voit ici l'épave. Tous les dispositifs de sécurité ont fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a dans la voiture un calculateur qui, au moment du choc, a fait se déclencher l'airbag conducteur, on le voit ici, celui qui se trouve dans le volant, qui s'est déclenché. Mais pas celui passager. Pas celui passager. Et en même temps, ce calculateur a fait se déclencher les goupilles de sécurité des prétentionneurs des ceintures. Le prétentionneur, c'est un dispositif qui se trouve à la base de la ceinture de sécurité. C'est une cartouche d'air comprimé. Quand vous êtes dans une voiture ceinture bouclée, vous pouvez vous pencher pour aller chercher quelque chose dans la boîte à gants. La ceinture est relaxe un peu. Au moment d'un choc, le prétentionneur bloque la ceinture comme ça et vous plaque sur le siège. Donc on sait que le prétentionneur côté conducteur s'est bien déclenché. On le voit ici, regardez, il s'est étendu et on voit l'extrémité qui est sortie. En revanche, le prétentionneur côté passager ne s'est pas déclenché. Conclusion de l'expert, il n'y avait qu'une seule personne dans la voiture à cet emplacement-là, à l'emplacement du conducteur. Et Rodolphe, il a été éjecté ou pas? Non, dit l'expert. Il était encore conscient, il a détaché sa ceinture,
Il est sorti de la voiture et il est allé mourir 20 mètres plus loin. Conclusion, il était donc bien seul dans la voiture et c'était bien un accident. Et c'est bien un accident de la route. Quant à la fameuse trace sur l'épaule droite, sans doute un hématome causé par le choc. Mais loin d'apaiser les Berruets, l'enquête de gendarmerie ravive leurs doutes et leurs douleurs. Ils ne pensent plus qu'à ça. Ils vont harceler les premiers témoins, entre autres un des premiers témoins qui découvre l'accident. Lui, ils vont demander des expertises du véhicule, des expertises génétiques. D'un dossier qui est extrêmement clair, ils vont le compliquer à outrance. Je l'ai connu, ça, tourner en rond, là, interroger les petits jeunes du village, leur poser la question où il a passé la soirée ce soir, là, tout ça. Son discours, c'était toujours le même. Mon fils, on l'a tué, quoi. Il ne mordait pas de ça, quoi. Et moi, une fois, je lui ai dit, c'est impossible. Imagine une personne qui ne va pas prendre le risque de se tuer pour tuer ton fils, quoi. Et sa femme, elle était cloîtrée dans sa salle à manger, dans le noir, là, avec ses bougies autour, quoi. Elle était d'un autre monde, en fait. Je mangeais plus, j'oubliais de boire souvent, je faisais des malaises. J'étais sous antidépresseurs jusqu'à maintenant, d'ailleurs. C'est sans fin. L'accident de Rodolphe, en boucle, nuit et jour. Enda Berruet, à un moment donné, dans sa douleur, dans son chagrin, en a voulu à tout le monde. Elle en a voulu à sa voisine, elle en a voulu à son médecin, et elle en a également voulu, certainement, à Alan et Maëva. Alan et Maëva qui ont provoqué la rupture entre Rodolphe et Christelle. Alan et Maëva qui ont rendu Rodolphe fou de colère. Les responsables sont tous désignés. Et bientôt les responsables deviennent coupables. Alors quand Enda Berruet croise le jeune couple devant la supérette, c'est l'explosion. Enda Berruet chope Maëva, l'accuse d'avoir tué son fils et lui promet 1000 mots. Enfin, lui dit tu vas payer, toi aussi tu vas souffrir comme je souffre, tu vas payer pour ce que tu as fait. Enfin bon, c'est extrêmement violent. Je me suis pris qu'à Alan. Je n'ai pas parlé à Maëva. Je lui ai fait ça, je l'ai poussé d'une manière, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'on s'est dit entre nous? Je n'ai pas l'intention de le redire. Mais par contre, Alan, lui, il y a eu une grande dispute avec lui. Je ne regrette pas. Il fallait. Je l'ai insulté, que c'était malhonnête de sa part. Il aurait dû se prendre directement à Rodolphe, de s'expliquer entre deux, au lieu de monter la tête à Christelle toute seule. Paniqué, le couple se précipite chez les parents de Maëva. Elle était dans un état, elle tremblait, elle pleurait. Elle s'est dit, ils vont faire du mal aux petits. Elle pensait qu'ils allaient s'attaquer aux petits. Bon, j'ai fait rentre. Tu te calmes un petit peu, tu vas me laisser le bébé et vous allez tout de suite à la gendarmerie. Mais Christian Rousseau, le père de Maëva, n'est pas très chaud. Il sait ce que son ami endure depuis des mois, depuis la mort de son fils. Il ne veut pas l'enfoncer davantage avec une plainte. J'aurais proposé de venir à la maison, on discute. Chez moi, on arrange les choses, sachant que quand même, il connaissait ma fille, elle est toute petite. Il est venu ici même, il a pris la petite sur les genoux. Moi, ses enfants, j'ai pareil, de mon côté, je les ai connus tout petits. Je dis, bon, bah, c'est quoi ces histoires? Faut arranger le coup, que ça se termine, quoi, voilà. Mais Maëva et Alan portent quand même plainte, convaincus que les Berruet se vengeront. Ce désir de vengeance peut constituer un mobile, mais encore faut-il trouver des preuves. Qu'est-ce qu'il va faire, le juge? Le juge va placer sur écoute les époux Berruet, en espérant qu'ils vont parler. Les écoutes téléphoniques, les voici. Le 13 juin 2012, Madame Berruet, Enda, est au téléphone avec une amie et elle lui parle de son mari, Alain. Elle lui dit qu'il lui fait peur, qu'elle a des soupçons et elle lui parle d'un sac.
Elle lui dit, le soir même, j'ai vu un sac à main de femme. La couleur, si on me le montre, je m'en souviendrai. Et sa copine lui répond, mais tu l'as trouvé où, ce sac? Dans ta maison? Oui, oui, sur ma table ici, dans la cuisine. Comme par hasard, le lendemain de la nouvelle, sous-entendu le lendemain de la mort de Maëva. Ça constitue quand même un bel élément matériel. Presque 3 mois après le meurtre de Maëva Rousseau, Enda et Alain Berruet sont placés en garde à vue. Avec Enda, la partie s'annonce tendue. Elle est froide, elle est fermée, elle est fluctuante, elle cherche constamment un échappatoire. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. On ne veut pas tout de suite la brusquer, on veut la laisser venir à nous. Voilà, c'est notre stratégie. Il ne pose pas les questions directes aux gens. Il commence par mon fils, par ci, par ça. Petit à petit, on va lui parler de différents éléments. Est-ce qu'elle a des gants ménagers au domicile? Est-ce qu'elle en a? Est-ce qu'elle n'en a pas? Et puis, on aborde l'élément principal qui sont les écoutes téléphoniques. Ce sac qu'elle a vu chez elle le soir du crime, ce sac dont elle a parlé à son ami. Les gendarmes voudraient bien en savoir plus. C'est toujours les mêmes questions et toujours les mêmes questions et toujours les mêmes questions, jusqu'à qu'on n'en peut plus. On lui dit qu'elle arrête de nous balader, qu'elle arrête de nous raconter ou de nous raconter des bêtises, de protéger peut-être son mari. Les gendarmes sortent donc leur dernier atout. Non, on va lui présenter des photos de sacs. Et parmi ce sac, il y a le sac qu'on a découvert, qui est le sac de Maëva. Il fallait que je trouve lequel qui ressemble le plus. Sans surprise, Enda Berruet désigne le sac de Maëva. Elle l'identifie comme étant le sac qui était posé sur le coin de table de la salle à manger. Et j'ai dit qu'est-ce que j'ai vu, et puis c'est tout. Et je voulais que ça s'arrête. Les gendarmes ont la preuve que le sac de Maëva est bien passé chez les Berruet la nuit du meurtre. Et ça, l'électricien va devoir l'expliquer. Là, véritablement, on enchaîne. Il y a des témoignages qui vous ont vu sur Chérances, à cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé au domicile de Maëva. Même votre femme, elle vous trahit. Et c'est pas seulement nous, c'est pas seulement nos éléments. Donc maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut expliquer. On va pousser pour l'amener à créer un sentiment un peu d'insécurité chez lui. Pour lui faire comprendre que là, il y a un vrai souci, quoi. Et arrivé un moment, il va dire « j'ai pété le plomb » et il se met à pleurer. Alain Berruet raconte cette nuit d'horreur. Il était 23h30 ce samedi soir. Après un dîner arrosé chez des amis, il est rentré ivre chez lui. En quelques minutes, tout a basculé. Il est passé devant le cimetière. Et là, il a attrapé la rage. Comme il dit, il a attrapé la rage. Le cimetière, Rodolphe, l'accident. Tout à coup, il a vu clair. Il allait agir. Il est rentré à leur domicile. Il a mis des gants en mappa rose. Il a mis des bottes. Il roule jusqu'à Chérances. Il arrive dans le domicile. Il se gare. Il nous dit, j'avais ma batte de baseball à la main, parce que j'avais emmené une batte de baseball pour m'expliquer.
Il ouvre la porte qui n'est pas fermée à clé, chose inhabituelle. Normalement, Maëva ferme toujours à clé, sauf que ce soir-là, elle n'avait pas fermé à clé. Il rentre, il n'y a personne au rez-de-chaussée. Il nous dit, je suis monté à l'étage. Il se retrouve donc dans la chambre de Maëva, qui se trouve avec son bébé dans le lit. Elle se lève, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, sans rien lui dire, il va lui porter un coup de batte de baseball à la tête. Ça frappe, l'acharnement, le sang. Le petit, il est en train de frapper alors que le petit est à côté en train de pleurer. Par miracle, Lorenzo n'a pas été blessé. Mais ni les hurlements de l'enfant ni l'agonie de Maëva ne ramènent Alain Berruet à la raison. L'homme continue. Il doit mettre son plan à exécution jusqu'au bout. Pour preuve, ce sac à main qu'il n'oublie pas d'emporter avec lui. Ensuite, il a repris sa fourgonnette. C'est à ce moment-là que le voisin l'a vu, tout feu éteint. L'électricien est arrivé chez lui vers 1h du matin. J'ai vu un sac à main. Je le vois, il me le montre. Je regarde, il y avait le carnet de santé de l'enfant là-dedans, et puis il y avait des papiers, il y avait... je suis tout de suite, c'est à qui? C'était le sac à main à Maëva. Je lui ai dit, ça reste pas ici, il faut qu'elle ramène là où il l'a trouvé. Il remonte en voiture avec le sac à main, ses gants Mappa, ses bottes. Il va jusqu'au moulin de fourge. Il jette tout dans l'Epte. Et après, il rentre chez lui, en chaussettes. Il monte se coucher tranquillement. Comme si rien ne s'était passé, Alain Berruet continue à fréquenter la famille de Maëva. Il essaye de soutenir son copain Christian. Après tout, lui aussi est passé par là. Lui aussi a perdu un enfant. Il me présente ses condoléances. Oui, le jour de l'enterrement de ma fille. Il m'a accompagné chez un pépiniériste, acheter une corbeille de fleurs. Il me dit, Christian, choisis. Je dis non, c'est toi qui offres, voilà. La comédie dure des semaines, jusqu'au jour de son arrestation. Madame le maire, avec son adjoint, arrive à la maison. Ils sont à la terrasse. Je sors de la maison. Et on me dit, Graziella, c'est Berruet. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être lui, quoi. Personne que vous connaissez comme ça depuis 15 ans. On a passé des moments, on est parti de rigolade et tout. C'est pour ça, connaissant le personnage, je pouvais... j'avais jamais porté de soupçon, en fait. Insoupçonnable. Face à son meilleur ami, Alain Berruet ne s'est jamais trahi. Le gars, il me côtoie tous les jours, près de 2 mois et demi. Il m'invitait chez lui, voilà, mais... je peux même pas en parler de tout ça. C'est, comment dire, c'est trop intérieur, quoi. Mais le vécu que j'ai eu avec lui, là, après les faits, ça vous met la haine, quoi. Il vaut mieux éviter, quoi. Voilà, quoi. C'est pas une surprise pour moi, en fait. C'est quelque chose que je sautais au plus profond de moi. Alors, c'est pas forcément explicable, on peut pas expliquer, mais voilà, je sais que c'est lui parce que ça ne peut être que lui. Et c'est une certitude. C'est une certitude, voilà. Vous n'avez pas cherché à vous expliquer Non, parce que vu que moi, déjà, dès le lendemain, je sais qui est le criminel, c'est quelque chose qui est en moi, qui est ancré. Et connaissant l'individu, je sais que de toute manière, il aurait essayé de m'emberlificoter et il serait jamais allé m'avouer quelque chose ou me dire quoi que ce soit. Par la suite, on se rend compte à quel point son jeu a été dur, et je pourrais employer le mot ignoble, parce que voilà, il voulait venir à l'enterrement, il continuait après le meurtre à aller chez la belle famille, à voir
les frères, avoir le père. C'est quelque chose, un comportement qui est pas admissible. Et en même temps, que c'est un jeu qu'il arrivait, qui jouait pour pas qu'il y ait de soupçons sur lui. Voilà. Alain Berruet est mis en examen pour assassinat et sa femme pour complicité de destruction de preuves. Elle reste libre sous contrôle judiciaire, tandis que son mari part en prison. Mais l'instruction est loin d'être finie, parce qu'il faut déterminer si Berruet a agi sous le coup d'un accès de colère délirant ou s'il a prémédité son geste. C'était un climat assez lourd, parce que c'est une maison qui était fermée depuis 1 an et demi, qui avait été fermée depuis un meurtre. Quand on arrive, il y a le sang qui est encore là, il y a toute cette atmosphère, il y a des photos de Maeva, il y a des photos du petit Lorenzo, donc c'est pesant. On le fait rentrer, on avait installé un mannequin, un matelas, pour qu'il nous montre ce qui s'était passé. Et là, il va largement minimiser. Alain Berruet affirme qu'il a frappé Maeva à 2 ou 3 reprises, pas plus. C'est pas 2-3 coups qui ont été donnés. Clairement, les expertises ont établi que c'est pas 2-3 coups. Et c'est scientifique, il y a eu 2 grosses plaies au niveau du crâne, 11 coups au niveau du dos, il y a des marques. Et puis les projections de sang, tout ça montre la violence et le nombre de coups. Alain Berruet s'est acharné sur Maeva. Pourtant, il affirme que ce soir-là, il venait juste discuter. Mais monsieur, vous avez vos gants Mappa, vos battes de baseball, vos bottes en caoutchouc, et vous dites que vous venez discuter. Maeva était terrorisée par vous. On est au milieu de la nuit, elle est avec son bébé, et vous arrivez avec une batte, et vous voulez nous faire croire qu'à ce moment-là, vous avez tapé la discute avec elle. Personne n'y croit. Mais le juge poursuit. Admettons, vous venez discuter. Alors, pourquoi frapper ? J'ai commencé à discuter avec elle, et puis à un moment, elle a dit quelque chose de terrible, et c'est ça qui a entraîné une fureur de ma part. Donc j'ai vraiment pas contrôlé, c'est un geste de fureur, c'est-à-dire que Maeva m'a dit « Rodolphe, il est bien là où il est ». Et là, j'ai pas pu m'en empêcher, donc c'est là où j'ai tapé. Tapé, ou plutôt massacré. Le juge veut comprendre si cet homme a perdu tout contrôle. Comment expliquer qu'il n'ait pas touché le petit, pourtant blotti sous sa mère ? Concernant Lorenzo, Berruet ne reconnaîtra jamais avoir vu ou entendu Lorenzo cette nuit-là. Jamais. Non, il l'a pas vu, non, il savait pas, non, il l'a pas vu, voilà. Docteur Bonnière, comment Alain Berruet vous a-t-il raconté les faits ? On ne peut pas faire l'économie de dire un mot de sa personnalité. C'est une personnalité tout à fait particulière qui correspond à une personnalité psychorigide. Donc en 2 mots, c'est un individu qui ne pose pas de problème particulier dans son insertion sociale, mais qui fonctionne sur un mode assez égocentrique, dans une surestimation de lui-même, avec une méfiance, une imperméabilité à la vie des autres. Donc c'est une personnalité plutôt forte, plutôt raide. Sur la forme, on va avoir un patient qui va être sur une narration très passionnelle. Donc il va être un patient en guerre, un patient qui était en guerre, qui était en lutte. C'est un patient qui va verbaliser les faits avec la conviction que de toute façon, il était dans un système de bon droit par rapport aux explications qu'il devait avoir ce soir-là avec Maeva. Et comment il explique l'enchaînement qui conduit jusqu'au drame ? Monsieur Berruet fait appel au destin.
Dire qu'il y a un enchaînement ce soir-là qui va l'amener jusqu'au domicile de Maëva. Et cet enchaînement, on peut y être sensible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sa souffrance d'avoir perdu son fils, il y a sa rumination d'avoir perdu son fils dans des conditions persuadées qu'elles sont obscures, il y a une alcoolisation, et on a cet enchaînement qui, selon M. Berruet, procède aussi d'une certaine déresponsabilisation. C'est-à-dire que c'est le destin qui l'a amené du point A au point Z. Et si on a l'impression, en tout cas à l'entendre, que si à un moment l'enchaînement s'était arrêté, eh ben, il n'y aurait pas eu le drame. Pour le juge, le cas Berruet reste un mystère. L'homme connaissait Maëva depuis toujours. Il l'avait vue grandir. Elle était la fille de son ami. Cette nuit-là, elle dormait sans défense, couchée à côté de son bébé. Comment cet homme de 61 ans, ce père de famille, cet artisan respecté, a-t-il pu basculer dans une telle violence? C'est pas quelqu'un qui est violent dans sa vie, il n'a pas cette réputation-là. Il est intégré, à Brélu, c'est pas quelqu'un dont les gens ont peur. C'est monsieur tout-le-monde qui est devenu un assassin. Assassin du jour au lendemain? Et s'il fallait chercher plus loin, au-delà de l'accident de Rodolphe, les blessures qui ont pu transformer ce monsieur tout-le-monde en un assassin déchaîné? A-t-il un secret? L'homme est né à Belleville, un quartier populaire de Paris, dans une famille modeste. Et sa première faille, c'est à sa mère qu'Alain Berruet la doit. C'est un enfant du hasard ou de l'erreur. Père inconnu, une mère qui l'élève sans avoir beaucoup d'affection pour lui. Il gênait. Mais c'était un trop. Ma belle-mère, elle n'aurait dû pas l'avoir. Il était rejeté. Ils l'ont pas aimé, leur frère. Certes, Alain Berruet n'était pas un enfant battu, mais il a dû attendre longtemps les premières marques d'affection, 35 ans. C'est à cet âge qu'il a rencontré Enda. J'avais pas encore mes 18 ans, j'allais au lycée et puis on s'est rencontrés. J'étais en retard et puis il m'a déposé et puis après on a continué à se voir. Maman elle a dit peut-être il est temps de vous marier et puis on s'est mariés. Une union sans nuages. Rodolphe naît quelques années plus tard, puis vient un deuxième fils. Et Alain Berruet fait tout pour gâter sa famille. Tout ce qu'il demandait, les enfants, il leur offrait. Il refusait rien aux enfants. Il voulait offrir aux enfants ce qu'il, lui, il n'a pas pu avoir. Père de famille aimant, Alain Berruet est aussi un électricien modèle, ce genre d'artisan qu'on recommande. Il est extrêmement fier de ce qu'il considère comme sa réussite sociale. Il est d'autant plus fier de ce à quoi il est parvenu, sans modèle paternel, sans personne pour l'aider. Il a l'impression de s'être fait tout seul. Pro, bosseur, marié, père de famille, l'artisan reconnu a tout pour être heureux. Mais à l'aube de ses 60 ans, Alain Berruet déchante brutalement. Pour moi, c'était pas une vie, parce que même s'il rentrait, il arrivait à 11h30, minuit. Donc, le matin, c'est pareil, il fallait qu'il reparte à nouveau. Puis, je me trouvais seule avec les enfants. Après 25 ans de mariage, Enda ne veut plus de lui. Là, je lui dis, ça y est, je demande le divorce. Sans rien lui dire, parce qu'il a reçu sa convocation. C'est là où il a été choqué. Après sa mère, c'est sa femme qui lui tourne le dos. Alors Berruet se raccroche à ce qu'il a de plus cher au monde, ceux pour qui il a travaillé toute sa vie et qui ne l'ont jamais trahi, ses fils. Et quand Rodolphe se tue au volant, la vie d'Alain Berruet s'écroule. C'est l'instant, je crois, où Berruet essaye de se rapprocher de Enda. Ça allait très mal, un vivait au premier, l'autre au rez-de-chaussée. Et à l'instant où il y a le drame qui surgit, je crois que Berruet essaye, vis-à-vis de son épouse, de se remettre un petit peu avec elle. Oubliez les problèmes de couple. Ce qui unit désormais les Berruet, c'est l'accident qu'ils ressassent et ressassent.
la douleur, et bientôt le ressentiment, la colère, la haine, jusqu'à l'étouffement. C'est elle qui va, jour après jour, distiller dans l'esprit de son mari que Rodolphe n'est pas mort d'un accident de la circulation, il a été tué. Il faut trouver les responsables. Sa femme lui met une pression dingue en lui disant que c'est pas un homme parce qu'il laisse ça en l'état, parce qu'on doit se venger, on doit pas laisser ça comme ça. Donc il a une vraie pression de sa femme. Alain Berrouet, il a peut-être interprété des cris de sa femme, c'est au sens figuré, je dis des cris de son épouse, comme une injonction d'aller faire telle et telle chose. Alain Berruet a-t-il cru sincèrement qu'il vengerait Rodolphe en tuant Maëva? Voulait-il apaiser les souffrances de sa femme et mettre fin à ses injonctions lancinantes? Espérait-il retrouver l'estime de Enda en jouant les gros bras? Qui a eu l'idée du crime? Lui? Elle? Tous les deux? Le juge n'a pas de réponse à ces questions. Et ce qui est étrange, c'est ce sac, cette preuve de culpabilité que Berruet s'est fabriqué tout seul. Pourquoi l'avoir apporté chez lui? Lorsque Berruet revient à la maison et lui montre le sac à main, je pense que on est dans le cadre du trophée, mais que lui, il lui a ramené une preuve. Preuve de son courage? Preuve qu'il avait réglé le problème? Preuve que Maëva était morte? Quel sens Enda a-t-elle bien pu trouver à ce trophée? Qu'a-t-elle compris ce soir-là? Non, on n'a jamais parlé de ça. Il n'y avait aucun indice déjà pour commencer. Le sac, c'est pas un outil, on ne l'a pas utilisé pour tuer quelqu'un. Mais le juge ne peut pas s'en tenir à des hypothèses. Il doit évaluer et qualifier la responsabilité de Enda. Savoir si cette femme a consciemment ou inconsciemment poussé son mari au crime. À aucun moment, il a été dit par quiconque, et également par Alain Berrouet, qu'elle aurait pu lui intimer l'ordre, et même l'inviter à réfléchir à commettre le geste qu'il a commis. Même pas. On n'a jamais pu prouver qu'elle était commanditaire. Déjà parce que Alain Berrouet ne le dit pas. Il dit clairement que lui y allait parce qu'il était alcoolisé et qu'il y a eu un excès de rage. Elle-même nie être commanditaire des faits. On n'a aucun élément factuel qui nous permet de dire Enda Berruet a été commanditaire de ce meurtre. J'en ai aucune responsabilité à part que j'ai vu ce sac à main. J'ai rien à venger. De me compliquer la vie. Être poursuivi par les gendarmes, avoir la garde à vue, mise en examen, etc. Non, aucun intérêt. Qu'est-ce que j'allais gagner? On n'enlève pas la vie de quelqu'un, pourquoi faire? Mais je préfère être victime qu'être coupable. Quel rôle, Enda, elle a pu jouer dans ce passage à l'acte? On peut émettre tout à fait l'hypothèse qu'il y ait eu une culpabilité que l'épouse de M. Berrouet renvoie à son mari. Il y a quelque chose, effectivement, qui intervient dans le regard que peut avoir une épouse vis-à-vis de son mari dans cette situation, où le mari va avoir un moment la nécessité, réellement la nécessité de récupérer une place qu'il a perdue, de récupérer un statut et de prouver que, oui, effectivement, il peut faire quelque chose, il peut se rendre utile, il peut se venger, il peut avoir le fin mot de l'histoire, en tout cas, il peut être dans un passage à l'acte qui sera une rupture par rapport à la passivité qui ont été la sienne pendant plusieurs mois. Alain Berruet est renvoyé pour assassinat, sa femme pour complicité de destruction de preuves, c'est un délit ça. Qu'est-ce qu'il risque? 3 ans pour elle, la réclusion criminelle à perpétuité pour lui. Le procès va se dérouler le 15 juin 2015 à Pontoise, devant les assises. Et tout l'enjeu de ce procès, c'est de savoir si la douleur d'un père, celle d'Alain Berruet, d'avoir perdu son fils Rodolphe dans ces conditions tragiques, cet accident, constitue une circonstance atténuante. Est-ce que les jurés vont se laisser attendrir par le chagrin d'Alain Berruet?
Famille, amis, voisins, ils sont tous venus au tribunal avec un t-shirt en mémoire de Maëva. L'image était là, elle était présente. Qu'il la voie, elle, en tant que personne vivante. C'est Maëva qui est là. C'est ça qu'on voulait. Pour la première fois depuis des mois, Christian Rousseau fait face à l'homme qui lui a arraché sa fille, l'ami qui l'a trahi. Je le regarde en face, hein. Mais moi je l'ai pas lâché du regard tout le monde au procès. Hein. Enda aussi est assise dans le box, aux côtés de celui qui est désormais son ex-mari. Il fallait que le procès arrive pour faire les parts des choses. Il fallait que ça s'arrête. Enda est jugée pour avoir demandé à Alain Berruet de se débarrasser du sac à main. Juridiquement, pour moi, c'est vraiment tiré par les cheveux. Il fallait que le couple paye. Pas seulement Alain Berruet, mais le couple. J'ai pas de rancune envers elle, quoi. C'est lui. Il faut être honnête. Comment dire, quand bien même sa femme l'aurait poussé à commettre l'acte. Mais c'est lui qui a commis l'acte, voilà. Quand vous arrivez au procès, vous êtes dans quel état d'esprit? En fait, j'ai beaucoup prié pour cet homme. C'est un homme, c'est un être humain. Et il a le même sang que moi qui coule dans les veines. Et je peux pardonner à cet homme. Je peux pas pardonner l'acte, parce que l'acte, il est ignoble. Mais je peux pardonner à l'humain. Et profondément, au fond de moi, tous les jours, j'ai prié pour lui, pour le salut de son âme et de ce qu'il vit. Et je suis vraiment dans quelque chose où j'arrive très apaisé, si vous préférez, au procès. Ils soutiennent votre regard, les Berruet? Non, ils soutiennent pas les regards. En plus, le comportement des Berruet est très dur, en fait. Est très, très dur pour moi, parce que je m'attends pas à ça, en fait. D'une certaine manière, voilà, je m'attends à voir quelqu'un qui est en face de moi, qui est humble, qui va demander pardon, qui va expliquer son acte. Et ce que j'ai pas, en fait, en face de moi. En face de moi, j'ai quelqu'un qui a aucun regret. Véritablement aucun regret. Et du coup, c'est une position qui est dure, en fait, qui est vraiment dure. Parce que, je dis, hein, qu'on prie pour quelqu'un, c'est pas sur ça qu'on s'attend. Ouais. Et quelqu'un qui va dire des choses qui sont pas vraies, il ment, voilà, c'est dur, c'est vraiment dur. Face à la cour, l'accusé tente en effet une nouvelle version. C'est oui, je reconnais les faits, oui, j'ai tué Maëva, mais je n'ai rien prémédité, c'est un coup de folie, et c'est tout. Alors quand on le pousse dans ses retranchements, mais alors comment vous expliquer que vous avez mis des gants roses en caoutchouc? Et il va répondre, bah, c'était parce que j'avais décidé d'aller nettoyer la tombe de Rodolphe. Alain Berruet ne convainc personne. Pour sauver sa tête, la défense choisit une autre stratégie, faire diversion en revenant sur l'accident de Rodolphe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Alain Berruet, lorsqu'il passe à l'acte, est à même d'avoir été influencé par cette enquête Barclay. Si on n'a pas compris que les zones d'ombre, les circonstances de la mort de Rodolphe Berruet sont à l'origine de ce qui s'est passé ensuite, on passe complètement à côté du dossier. On n'a rien compris au passage à l'acte d'Alain Berruet. Dans la ligne de mire de la défense, le gendarme qui a enquêté sur l'accident. Il va soutenir la thèse qu'il a toujours soutenue auprès des Berruet, que Rodolphe Berruet a été éjecté du véhicule au moment de l'accident. Une thèse contraire aux conclusions de l'expert. Du pain béni pour la défense qui veut démontrer que les Berruet avaient une bonne raison de perdre la tête. La meilleure défense de Berruet,
ça a été ce témoignage. C'est vraiment ce que je crois pour démontrer que tout ce qui a pu être raconté vis-à-vis de l'accident, ça n'était pas qu'une vue de l'esprit. Des parents éplorés, des parents perdus, certes, mais la discussion autour de l'accident est un écran de fumée, tonne la partie civile. La mort de Rodolphe ne doit pas masquer l'assassinat de Maëva. Ils se sont éternisés pendant des heures et des heures à parler de ça, plutôt que de parler de la victime, de toute sa vie fichue en l'air, de la nôtre. On peut entendre qu'ils en souffrent, on peut comprendre que c'était pas si simple, on peut comprendre qu'ils aient mal interprété, qu'ils aient pas compris, que tout ça, on pourrait être en empathie là-dessus. Mais la limite à laquelle systématiquement on se heurte, c'est ce côté préméditation quand même. Il y a ce côté de cet acte froidement réalisé qui fait un peu prendre des distances avec l'empathie quand même. Les débats sont clos et c'est à vous de requérir. C'est quoi le scénario que vous avez privilégié ? Les coups qui ont été portés, évidemment, l'ont été avec une intention homicide, parce que quand on regarde le nombre de coups, l'expert qui a été interrogé les dénombrait à peu près à 15 au moins. Quand on voit leur intensité, et ce d'autant qu'en plus ces coups étaient portés sur des zones vitales, la tête notamment. Et puis sur la préméditation, on a des faits de menaces qui sont étayés au dossier en amont des faits. Il se présente en pleine nuit dans un domicile d'un couple qu'il connaît. Quand il arrive, il s'aperçoit bien que Alan n'est pas là puisqu'il n'y a pas sa voiture. Il sait en plus qu'il est serveur, donc il a des horaires assez nocturnes, etc. Il y rentre avec une batte, avec des gants. Il s'introduit dans un domicile qui n'est pas le sien. La configuration des lieux fait qu'à plusieurs reprises, il aurait pu peut-être être dissuadé. Et pourtant, il porte ses coups. Alors, quelle peine peut-on demander contre un homme en deuil comme ça ? J'ai recueilli 30 ans parce que il me semblait que les circonstances des faits, évidemment la personnalité de l'auteur est prise en compte, mais c'était la peine qui me paraissait la plus adaptée au moment où j'ai pris mes réquisitions. Vous prenez en compte les circonstances atténuantes mises en avant par la défense ? Cette douleur du père, elle est évidemment parfaitement légitime, je n'ai même pas à me prononcer dessus. Le ministère public que je représente néanmoins ne peut pas accepter que cela se transforme en mobile pour tuer avec préméditation une jeune femme de 24 ans qui n'a aucune responsabilité dans l'accident. Il me semblait que ce procès-là ne devait précisément pas être celui de l'accident. Dans la salle d'audience, l'avocat de Enda Berruet plaide la relaxe sans trop y croire. Je pouvais plaider ce que je voulais, de toute façon, compte tenu de la responsabilité morale qu'on lui a prêtée d'un bout à l'autre du procès et de l'information judiciaire avant, on va vers une condamnation. Alain Berruet, lui, risque lourd, 30 ans de prison. Ses derniers mots sont pour la famille de Maëva. « J'ai tout foutu en l'air », déclare-t-il à celui qui fut son ami. Les excuses qu'il aille donc les faire à mon petit-fils quand il sera en âge de comprendre et puis lui expliquer pourquoi sa mère ne l'accompagne pas à l'école le matin. Là. Parce que moi, les excuses, pour ma part, il n'y en a pas. Et puis je suppose que le restant de la famille, c'est pareil. Après 5 heures de délibéré, le verdict tombe. La cour et les jurés, à la fin, répondent « assassinat, oui ». Mais 20 ans. Mais c'est quand même une petite reconnaissance de ce que tout n'est pas à gommer chez Berruet. Il fallait en garder quelque chose. Je crois que les jurés en ont gardé, ce qu'il a été capable de faire passer, bien ou mal, mais en réduisant notablement le montant des réquisitions. 20 ans au lieu des 30 ans requis, les jurés ont visiblement été sensibles à la souffrance du père endeuillé. Enda Berruet, elle, écope de 2 ans de prison avec sursis. Ça a été soulagement parce que c'est la présidente qui a annoncé ça. Elle m'a annoncé que j'étais libre, je pouvais aller où je voulais, j'avais 2 ans de sursis. Surtout la liberté, qu'elle a expliqué à tout le monde que je pouvais aller où je voulais, et puis c'était fini. Mais je me suis fait comprendre quand même que
Je n'étais pour rien. Son fils Rodolphe repose à quelques mètres de Maeva, dans leur village natal de Bréhélu. Depuis le 8 avril 2012, Graziella Rousseau a elle aussi une tombe à fleurir. En tant que mère, je pense pas que je m'en remettrai un jour. Je vais jamais l'avaler. Je souhaite qu'une chose, que l'impossible devienne possible une fois, que je puisse la revoir un petit peu, qu'elle me donne des consignes, l'emprunter à Dieu de quelques instants. Quel impact ce drame a-t-il eu sur votre vie et sur celle de votre fils? J'ai un fils qui n'a pas de maman, qui a perdu sa maman. On a tué sa maman. C'est quelque chose de très dur qu'il faut pouvoir expliquer, qui va l'accompagner pour lui toute sa vie. Et ce drame a changé votre manière d'appréhender la vie? Je me souhaite me mettre beaucoup plus au service des autres, dorénavant, et on change sa manière de voir véritablement après un drame comme ça. On n'est plus pareil. C'est un vrai choc. Choc émotionnel, physique même, matériel. Et du coup, comment moi, maintenant, dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Comment je me projette dans la société? Qu'est-ce que je fais pour mon enfant? Quelles sont les valeurs véritablement maintenant que j'ai envie d'inculquer à mon fils? Est-ce que c'est de la vengeance que j'ai envie de donner? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la colère à travers ce qui s'est passé? Est-ce que, voilà, je souhaite pas, moi, que quelque chose qui se reproduise. Je souhaite pas qu'il porte cette colère en lui, mais qu'il comprenne que cet homme-là était complètement perdu. Alors, ça n'explique en rien, ça ne justifie rien, mais qu'il n'y ait pas de haine. Il ne faut pas qu'il grandisse dans la haine et pas dans l'esprit de vouloir se venger. Et vous avez ni colère, ni haine, ni envie de vengeance? Non, j'ai pas de colère, j'ai pas de haine. J'ai de l'incompréhension, c'est sûr. J'aimerais pouvoir comprendre, mais je crois que je suis apaisé. Vraiment, véritablement. Et si je suis là aujourd'hui et que je parle aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Et pour dire que le pardon est possible. Alain Berruet n'a pas fait appel de sa condamnation et il affronte seul sa peine depuis son divorce.